Il pleurait comme si toute sa vie s'était réduite à la sensation de métal froid contre sa peau. Ricardo Montenegro restait là, accoudé à la pierre, le visage creusé par 2 années qui avaient la dureté d'une nuit sans sommeil. Le vent du matin soulevait des feuilles mortes et apportait à travers les pins un parfum qui lui rappelait Helena, une touche de jasmin, un savon qu'elle aimait. Il serrait l'anneau entre les doigts, le feu l'avait noirci, comme si la chaleur du deuil avait laissé une marque permanente. Dessus, une rayure fine, presque invisible, comme un souvenir tenace. Sur la pierre, son nom était écrit à la verticale, Helena Cristina da Silva, épouse, partenaire, voix qui manquait. Il relisait la date gravée comme on récite une prière qu'on ne comprend plus. Tout le reste du cimetière se mouvait autour de lui. Présent, absent, anonyme. Des gens passaient, inclinant la tête. La vie continuait. Pour Ricardo, le monde s'était figé le jour où la voiture d'Helena avait basculé dans l'obscurité. Les autorités avaient classé l'affaire, les condoléances avaient rempli un hall pendant quelques semaines, les gros titres avaient tourné et s'étaient éteints. Mais la nuit, quand la maison était trop grande et la chaise vide trop évidente, il revenait ici. Il revenait pour parler à la pierre. Il se rappela leur dernier dîner avant l'accident. Ils avaient Clifford, parlait d'un projet pour les employés, un fonds de soutien, une promesse de partager une part des bénéfices. Helena avait parlé avec une urgence détachée de son propre rire. « Si quelque chose tourne mal, Ricardo, promets-moi que tu ne céderas pas, que tu protégeras ceux qui travaillent pour nous. » Il avait trouvé sa main sous la table et l'avait pressée. Il n'avait pas imaginé qu'elle parlait de secrets qui pourraient pas les détruire. La vie réelle, celle d'avant, avait une lumière particulière. Des soirées avec amis, des décisions prises ensemble, des lettres trouvées dans les manteaux, des promesses comme des empreintes digitales. Helena était la force tranquille de l'entreprise, celle qui regardait au-delà des bilans. Elle avait un sens moral aigu, une colère froide quand quelque chose était injuste. Et puis, une série de comptes, d'assignations, de petites irrégularités qu'elle avait commencé à suivre. Des noms revenaient, des transactions camouflées, des conseils légaux qui semblaient avoir des ramifications plus larges. Lors d'une nuit où il travaillait tard, elle lui avait glissé un dossier ennuyeux sur le bureau. « Je ne veux pas que tu t'en occupes, pas encore, mais si je dois, je veux que tu te souviennes pourquoi nous faisons ce métier. » Il avait hoché, fièrement naïf. Après, était venu le silence, puis la vie transformée en une répétition mécanique. Les employés de l'entreprise, qui avaient souri lors de l'enterrement, avaient continué à travailler comme des humains, essayant de coller les morceaux. Des familles dépendaient de la paix, des loyers, d'un avenir qu'un nom pouvait briser. Donna Maria, la concierge, murmurait en balançant le hall. C'était une bonne femme. De ce Joachim, qui gérait la sécurité, regardait Ricardo avec une pitié qui était presque colère. Pedrinho, chargé de l'atelier, apportait des cafés et des nouvelles du quartier. Tout le monde vivait sous une ombre économique, et Ricardo portait le poids de cette responsabilité comme un funèbre héritage. 2 années plus tôt, la version officielle parlait d'un accident. Un mot, accident, qui s'était transformé en mur. On avait trouvé la voiture, on avait identifié des débris, on avait dit des choses polies. Les journalistes avaient posé des questions. La police avait dit qu'elle avait tout examiné. Ricardo avait été brisé par la logique des experts qui parlent pour fermer les dossiers. Il avait accepté la douleur, had accepted rituals, he had learned to perform grief. Mais quelque chose, au fond, continuait à tirer dans son ventre comme une corde qu'on ne voit pas. L'impression qu'il manquait une pièce. Pendant que les gens autour d'eux construisaient une conclusion définitive, une autre histoire s'était enfilée en parallèle, invisible et périlleuse. Helena, avant que le monde ne la perde, avait commencé à découvrir des preuves, des courriels tronqués, des transferts vers des comptes anonymes, des noms qui revenaient « docteur ». Ramalho, un avocat influent, Marco Silveira et Joaquim Costa, des hommes qui ne se contentaient pas d'être des exécutants, des phrases qui, lues ensemble, dessinaient une toile de puissance qui se nourrissait. Elle avait survécu pour voir que la menace n'était pas seulement contre elle, mais contre des dizaines, peut-être 120 familles qui dépendaient de la société. Elle avait choisi de disparaître. On pouvait appeler cela de la prudence excessive, on pourrait encore l'appeler trahison. Elle l'avait appelée protection. La décision était tombée comme une pierre dans l'eau, silencieuse, définitive. Elle avait préparé son départ en choisissant des gens dignes de confiance, en confiant des fragments de vérité à quelques alliés. Le docteur Augusto, un médecin ami, discret, qui avait accepté de l'aider. Des enveloppes scellées, des preuves numérisées cachées sur des serveurs à l'étranger. Un plan pour faire remonter les fichiers si jamais elle ne pouvait parler. Helena avait tout pesé. La dangerosité, l'ampleur, la possibilité que sa disparition permette à l'enquête clandestine de prendre racine. Ce qui suivit fut une disparition publique et une vie clandestine, faite de logements anonymes, de codes, de fausses identités.
Elena apprit à lire les visages, sans montrer les siens, à dormir avec une porte verrouillée sur le monde. Elle ne contacta Ricardo que par messages sporadiques, des mots soigneusement choisis pour ne pas trahir où elle était. Elle lui avait envoyé une lettre, avant le départ, sans lui dire où. Si tu lis cela, fais ce que tu dois faire pour protéger ceux qui travaillent avec nous. Fais ce que nous avons toujours voulu. Il avait interprété ces mots comme l'ultime demande de deuil. Dans l'ombre, elle avançait. Elle trouva des comptes offshore, des contrats gonflés, des témoins intimidés. Le réseau semblait pouvoir avaler n'importe qui. Parfois, elle enviait la simplicité d'une tombe, une chose tangible à laquelle se raccrocher. Mais elle savait que si elle revenait, elle serait traquée. Si elle restait, des innocents paieraient pour son silence. Les nuits, elle pensait au visage de Ricardo. Il restait la mémoire de ses mains, la douceur avec laquelle il rangeait ses chemises. Elle pensait aux employés, à la promesse qu'elle ne réussirait pas à tenir si elle mourait sans avoir essayé. Elle se répétait que la vérité était une arme et que certaines armes demandent des silences sacrificiels. Le premier des signes évidents apparut sur un petit écran. Une photo d'Elena, floutée mais reconnaissable, à son boîtier de montre, prise dans un café de la ville, postée sur un compte anonyme. Ricardo était chez lui quand un message lui fut montré par un conseiller. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Son cœur, qui avait en quelque sorte cessé de battre librement depuis la perte, s'emballa. Il passa des heures à scruter l'image, cherchant une réponse dans le grain d'une photo. Ensuite vinrent d'autres images, des angles, des silhouettes. Chaque cliché amenait une nouvelle douleur. Reddened by hope, Angers, betrayal, a spiral he could not name. Qui l'avait prise? Qui voulait le blesser en lui montrant que sa femme était toujours en vie? Les hommes envoyèrent des messages plus explicites. On fit entendre à Ricardo que Elena n'était pas seulement vivante, mais qu'elle avait ce qu'il fallait pour remettre en cause tout ce qu'il s'était construit avec sueur. On l'accusa d'avoir perdu sa femme, afin de lui soutirer quelque chose. On lui proposa des solutions, on lui demanda de rester silencieux. On le menaça, subtilement d'abord, puis plus directement. L'un des hommes, qui souriait rarement, apparut sur une photo devant la maison familiale, sous des feux qui n'annonçaient rien de bon. Ricardo sentit que ses murs se rapprochaient. La solitude le poussa vers des idées qui n'avaient rien d'héroïque. Un soir d'hiver, il prit une bouteille et circula dans des pièces qui résonnaient à chaque pas. La combinaison du manque et du poison des rumeurs fit que le vertige de l'oubli semblait parfois la seule porte. Il avait pensé, dans son état le plus bas, à en finir. L'image de la tombe, la certitude de l'absence, la tristesse de ne plus être le si concret époux d'Elena, tout convergea. Il descendit dans son bureau, où l'air sentait encore le café, regarda par la fenêtre la ville qui ne savait pas quelle lutte se jouait ici. Il triturait l'anneau brûlé dans sa paume et, pour la première fois depuis l'enterrement, envisagea un acte qui serait irréversible. Quelque part, Elena l'apprit. Un contact sur un des serveurs signala une activité. Des hommes se rapprochaient de son ancienne maison. Peut-être par pure coïncidence, peut-être par stratégie. Il savait que Ricardo serait vulnérable. Elle vit la photo, le visage de l'homme devant le portail, et sentit une panique simple et sèche qui la traversa. La culpabilité fulgurante d'avoir choisi la disparition sans lui en parler, la peur qu'il se laisse engloutir, la colère contre ceux qui manipulaient ses peurs, tout cela se transforma en décision. Si elle restait cachée, il mourrait. Si elle revenait, elle risquait tout. Elle choisit la vie de Ricardo. Elle conçut un plan qui était, à la fois, imprudent et précis. Elle ne voulait pas forcer un retour permanent. Elle voulait simplement se montrer au moment où il en aurait le plus besoin pour le ramener à un point d'ancrage. Elle contacta Dr Augusto. Il connaissait les codes, connaissait la logistique de la vie dans l'ombre. Il lui trouva un itinéraire vers la maison familiale, un chemin où elle pourrait revenir brièvement, sans laisser de traces. Elle élabora aussi une option de secours, si les choses dégénéraient, une transmission qui empêcherait toute manipulation des images et des paroles. Elle savait que les hommes qui les menaçaient ne s'attendaient pas à ce que la victime se montre. Ils misaient sur la peur et la solitude pour garder le contrôle. Elle allait briser cette illusion et faire en sorte qu'ils soient les victimes d'une mise à nu. La nuit choisie pour le retour était froide, presque purificatrice. Les lampadaires jetèrent des taches jaunes sur la rue vide. Ricardo, coincé dans son rituel de visite nocturne, avait déposé une fleur sur la tombe, comme chaque semaine. Il rentra ensuite chez lui, sans savoir que la pièce était pleine d'ombres prêtes à se franchir. Les hommes avaient pris position. Leur stratégie était d'intimider, de récupérer les preuves, les supposées copies des fichiers qu'Elena aurait dissimulés. Ils parlaient bas, la tension dans la voix, le regard de Marcos laissant deviner une colère contenue. Joachim, plus corpulent, gardait la porte, montrant qu'ils avaient l'avantage physique. Quand Elena passa la grille, sa silhouette se fondit dans une décision qui n'était plus seulement rationnelle. Elle portait des vêtements discrets, aucune pauvre tentative de maquillage pour être reconnue.
Son cœur battait à une cadence qui lui rappelait qu'elle appartenait encore au monde des vivants. Elle se tenait sur le seuil, comme si elle pesait une dernière fois le poids du mensonge. Et puis elle entra. La lumière du salon l'accueillit comme une vérité crue. La maison avait cet air de musée du quotidien, des tableaux, des fauteuils, un manteau posé sur une chaise. Ricardo, surpris, releva la tête. Il crut d'abord à une hallucination, la fatigue lui jouant des tours. Elmna avançait, silencieuse. Leurs regards se croisèrent, l'instant était plein de décalage. 2 années de questions contenues dans un seul mouvement. « Qui êtes-vous » demanda l'un des hommes, sa voix tranchante. Ricardo balbutia des réponses confuses, cherchant à comprendre. La peur monta comme un goût métallique. Quelque chose dans le regard d'Helena était différent. Ce n'était pas seulement la femme qu'il avait perdue, c'était une femme qui avait appris à se protéger. Elle parla d'abord doucement, presque comme une caresse. « Ricardo !» Son nom sur sa bouche semblait vouloir réparer. Il ne bougea pas, les yeux bridés par l'incrédulité. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Les hommes se raidirent. Marcos fit un pas en avant, la main proche d'une ceinture où l'on devinait un instrument de contrainte. Joachim se posta près du couloir, prêt à fondre. Helena ne détacha pas son regard de Ricardo. Elle laissa les autres parler, laisser leurs menaces flotter dans l'air. Elle attendit le bon moment. Il y eut des paroles hachées, des ordres à demi-dits, des fausses propositions pour qu'elles remettent les fichiers. Il y eut des insultes, pour donner du poids à leur colère. Et puis, lentement, Helena s'avança vers Ricardo. Les secondes semblaient s'allonger en écho. Il y eut un instant de calme qui pesa plus lourd que toutes les menaces. Ricardo sentit son corps se décomposer en souvenirs. La salle entière semblait retenir son souffle. Elle posa sa main sur son épaule, comme autrefois, comme si elle pouvait faire remonter une vérité. Il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il vit que la femme devant lui n'était plus l'ombre d'un rapport fait dans le deuil. Elle respirait, elle était entière. Sa voix, quand elle parla, brisa un silence vieux de 2 ans. Elle n'éleva pas le ton. Elle n'avait pas besoin de crier pour s'imposer. Les mots qu'elle choisit furent simples, nets, portés par quelque chose d'irréfutable. « C'est moi, mon amour, je suis en vie. » Dans l'immédiat après, le monde sembla se fendre. Les menaces devinrent petites, presque comiques face à la vérité énoncée. Le cœur de Ricardo fit un saut incontrôlable. Ses mains lâchèrent un l'anneau brûlé qui roula sur le tapis et s'immobilisa. Il y eut un flottement, des respirations qu'on n'avait pas remarquées, un déclic dans une pensée. Les visages autour de lui devinrent pâles, leurs certitudes vacillèrent, personne ne bougea. Les murs retinrent la réplique, la parole cherchant une issue. Les hommes échangèrent des regards comme des calculs rapides, évaluant si cette réapparition était une comédie ou un piège. Ricardo, lui, chercha à toucher la réalité. Il tendit la main vers Helena, et dans ce geste, il y avait toute la peur, tout l'espoir, toute la culpabilité accumulée. Ses doigts heurtèrent la veste qu'il connaissait, et la sensation en fut une preuve. La phrase resta accrochée dans l'air, lourde et irrévocable. Les yeux d'Helena fixaient Ricardo avec une détermination qui ne demandait pas pardon, mais qui portait une explication non encore donnée. Elle devint, en un instant, l'origine et la conséquence de 1000 petites douleurs. Le mensonge, la protection, la stratégie. Là, dans le salon, toutes les décisions antérieures rencontrèrent leur juge. Et dans ce silence élastique, tandis que la surprise et la peur se mélangeaient, quelque chose d'inévitable se forma. La tension resta suspendue comme un fil prêt à céder. Marcos fit un pas, puis un autre, la main qui cherchait un pouvoir visible. Joachim approcha, lentement, comme si le sol lui-même pesait. Il n'avait pas prévu la surprime de vérité qui venait de s'abattre sur eux, une femme qui prononce son nom, qui défie leur récit, qui rend ridicule tout leur chantage. L'illusion du contrôle se fissura. Ricardo sentit la colère et l'amour se confondre en un seul mouvement irréfléchi. Il recula d'un pas, prit conscience des hommes autour de lui et, avec la même voix qui avait tenu les assemblées et signé les contrats, il parla, non pas pour négocier, mais pour gagner le temps nécessaire. « Personne ne sort d'ici tant que je n'ai pas parlé. Personne, dit-il. » Sa voix tremblait, mais il trouva en elle une autorité nouvelle, celle de l'homme qui refuse l'extinction. Helena resta immobile, comme si elle pesait chaque visage dans la pièce. Ses yeux cherchèrent un point qui n'était pas uniquement la maison, pas uniquement Ricardo, mais l'ombre de la vie qu'elle avait laissée s'étioler. Elle sut, en une fraction de seconde, qu'elle devait transformer cette pièce en un lieu où la vérité ne serait pas un risque, mais une protection. Un détail minuscule, si insignifiant qu'on aurait pu le rater. Une lueur d'écran dans la poche de Ricardo, le téléphone fixé sur une appli qu'il n'avait jamais utilisée en public. Il appuya, et le feed s'alluma. « Vous êtes en direct », murmura-t-il, et les mots tombèrent dans la pièce comme une pluie invisible.
Il n'y eut pas de grands discours techniques, pas de prétention à être un stratège. Il parla simplement « Patricia, si vous m'entendez, entrez. Maintenant. La maison est au 14 de la rue das Acacias. Ils sont ici. C'est Elena. » Il y eut un instant où tout sembla irréel. La possibilité que quelqu'un, à l'autre bout du fil, quelque autorité, puisse intervenir. Les hommes échangèrent des regards rapides, évaluant le sérieux de la menace. L'un d'eux craqua un rire nerveux. « Qui vous croit ?» dit Marcos. Sa voix était à la fois défi et faiblesse. Elena, qui connaissait mieux que quiconque la mesure du risque, ne prit pas la parole pour supplier. Elle regarda simplement Ricardo, puis planta son regard dans les yeux des hommes. « Vous avez déjà perdu, dit-elle. Vous ne nous prenez plus par surprise. » Le rire de Marcos cessa, remplacé par une expression qui cherchait à masquer l'incertitude. Quelque chose, dans le ton d'Elena, brisa leurs calculs. Ils firent un pas vers l'avant, déterminés à arracher ce qu'ils croyaient être encore à leur portée. Joachim, le plus corpulent, s'abaissa vers une valise posée près du fauteuil. On devinait des intentions de contrainte. Mais la vie a parfois des micro-décisions qui changent l'issue. Ricardo, sans crier, avait activé la fonction de partage. Les images du salon, de la poignée de porte, des mains qui se rapprochaient, défilaient maintenant sur un écran entre les mains d'une femme en uniforme quelque part qui ne souriait pas. Il fut facile, pour l'observateur extérieur, de reconnaître la voix qui répondit. Froide, méthodique, précise. « Police fédérale, unité Mendes, nous avons reçu votre signal. Ne faites rien de précipité. » Les mots furent directs. Dans la maison, une vibration nouvelle parcourut l'air. Les hommes, en un instant, basculèrent entre l'hésitation et l'urgence de fuir. Marcos eut le réflexe de dégainer de petites menaces, le type de chantage physique qui parle plus d'ego que de plan réel. Joachim, surpris, chercha à bouger. Mais l'entrée de la maison fut soudain assaillie par des bruits distincts, pas coordonnés, voix qui annonçaient une présence organisée. On ne décrivit pas, pour ne pas tomber dans l'irréel, une arrestation héroïque sortie d'un film. Ce fut plutôt le travail ordonné de personnes qui avaient attendu un signal et qui, en réalité, détenaient pas que déjà plus d'éléments que les voyous ne le savaient. Un agent apparut dans l'encadrement, casquette discrète, badge clair, voix faible mais assurée. « Ne bougez pas. Main visible. Au sol, maintenant. » On entendit ensuite des vers qui tombaient, un juron étouffé. Les hommes furent neutralisés, non sans résistance, quelques instants d'agitation, des gestes désespérés. Le réel se rappela. La peur, l'adrénaline, la possibilité d'un échec. Marcos tenta un dernier geste, mais la coordination des agents fut précise. Ils eurent la prudence nécessaire et la fermeté qu'exigèrent de tels cas. Dans la confusion, la voix de Dra Patricia Mendes traversa encore la ligne. « Elena Cristina da Silva, c'est bien vous ? Restez où vous êtes. Nous avons vos preuves. Tout va être sécurisé. » La douceur dans la voix de l'agente n'enlevait rien à la résilience du moment. Elle tranquillisa plus qu'elle n'imposa. Ricardo s'effondra sur un fauteuil, comme si le poids de 2 années de vacillation lui tombait dessus d'un seul coup. Ses mains tremblaient, et ses yeux cherchèrent Elena comme s'il cherchait une encre. Elle s'agenouilla près de lui, les mains sur les siennes, fort pour la première fois sans jouer un rôle. Les agents entraient, recensaient, prenaient des photos, des notes, faisaient des copies des disques durs apportés par Dr Augusto dans la poche d'une veste. Ils n'expliquèrent pas tout. Ils firent leur travail avec la lenteur de ceux qui savent que le moindre excès compromet. Elena sut, en regardant un agent, qu'elle pouvait enfin, peut-être, baisser la garde. Une fois la scène initiale sécurisée, une suite de gestes plus doux s'imposa. Les interrogations, la formalité des empreintes, la prise de déposition, la vérification des preuves. On ne raconta pas au public la mécanique entière des procédures. On montra surtout les conséquences humaines. Ricardo, debout sur le balcon d'où l'on voyait les pins, regarda la rue remplie d'agents qui prenaient des photos. La maison bourdonnait d'une étrange activité. L'invasion était à la fois honteuse et salvatrice. La nouvelle se répandit plus vite que prévu. Les employés eurent vent des événements via un message officiel du siège, puis des conversations basses dans les ateliers. Donna Maria, en entendant la rumeur, avait d'abord refusé d'y croire. Ensuite, avec des mains qui refusaient de se calmer, elle épousseta la comptoir et dit « J'espère que c'est la fin des mensonges ». Pedrinho, qui avait l'habitude d'apporter des cafés et d'écouter les nouvelles, resta immobile en soupirant. Si c'est vrai pour de bon, on va savoir. Le monde du travail, fragile comme une ruche touchée, attendait avec une combinaison de peur et d'espoir. On organisa ensuite une réunion informelle dans le grand bureau, pas encore la grande allocution publique, mais un cercle pour expliquer, pour éviter les rumeurs, pour donner des premiers mots. Ricardo rassembla ses cadres, sa famille proche, et quelques représentants des employés. Carlos arriva, le frère fidèle, presque un juge naturel, dont l'expression affichait une colère froide. Il ouvrit la bouche.
prêt à jeter des pierres verbales. « Pourquoi » dit-il simplement. « As-tu joué à être mort sans me dire ?» Sa voix portait la blessure du frère qui se sent trahi autant que de l'homme qui craint pour la survie des siens. Helena, épuisée mais honnête, ne chercha pas d'excuses faciles. Elle raconta, succinctement, sans détails sensationnalistes, les raisons, les preuves qu'elle avait trouvées, l'ampleur potentielle de la corruption, la peur que, si elle restait, des innocents paieraient. Elle parla de comptes offshore, de pression, de menaces. Elle avoua qu'elle avait été enceinte au moment de sa disparition et que, dans l'ombre, elle avait perdu cet enfant. Ces mots tombèrent comme un coup. La pièce s'ouvrit sur un silence plus brutal qu'une accusation. La confession de la grossesse perdue n'était pas une anecdote. C'était l'un des nœuds du récit, la brûlure qui expliquait beaucoup. Ricardo eut d'abord une réaction primitive, un cri presque silencieux, comme si son cœur se fendait à nouveau. Combien de fois avait-il tenu l'idée d'un futur familial pour tenir debout ? Combien de promesses avaient été tissées autour d'un berceau imaginé ? Puis, la colère. Elle pointa vers Helena, vers ceux qui avaient décidé de la forcer au silence. Mais la colère se mêla vite à la douleur. Il y eut une accusation, puis un geste. Il prit le visage d'Helena entre ses mains et pleura, non d'accusation, mais de deuil pour ce qu'ils avaient perdu, et pour la manière dont la perte avait été consommée. Carlos resta en retrait, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Tu nous as privés du choix, » dit-il d'une voix mate. « Tu as décidé pour tout le monde, peut-être pour protéger, mais à quel prix ?» On sentait le poids de sa raison. La bravoure individuelle n'excuse pas l'absence de transparence envers ceux qui dépendent d'une entreprise. Les employés, même s'ils étaient reconnaissants, avaient des familles, des loyers, des écoles. Ils avaient besoin de certitude. Ricardo parla ensuite, lentement, sans chercher à commander. Il reconnut des erreurs, la douleur, le vide que son deuil avait provoqué. Il dit qu'il n'avait pas su comment vivre dans cette absence, qu'il avait failli, presque perdu sa volonté de se battre. Il s'excusa publiquement auprès des employés, non pas pour se disculper, mais pour reconnaître la casse humaine. Puis il fit une promesse concrète. La création d'un fonds de sécurité pour les employés et leurs familles, la mise en place d'un comité indépendant pour surveiller les comptes et la transparence sur la gouvernance de l'entreprise. Il savait que les mots ne suffiraient pas. Il offrit des mesures tangibles. Les réactions furent mixtes. Certains, comme Donna Maria, pleurèrent de soulagement. Enfin, quelqu'un dit qu'on va s'occuper de nous. D'autres restèrent sceptiques. « Comment être sûr que ça tiendra ?» dirent-ils. La vérité, là encore, n'était pas une fin, mais le commencement d'une oblitération difficile. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle des arrestations fit la une. Des noms comme Tucker, Ramalho, associés à des transactions douteuses, furent placés sous investigation. Les médias, avec la lenteur propre à ceux qui savourent les drames, glanèrent des interviews, examinèrent les pièces. Helena et Ricardo furent, tour à tour, loués et critiqués. Pour certains, elle était une héroïne clandestine. Pour d'autres, une manipulatrice dont le mensonge avait brisé des vies. Les débats publics suivirent, mais dans les bureaux de la société, on s'activa surtout à reconstruire. Un après-midi, dans une salle de réunion transformée en assemblée, Ricardo prit la parole devant tous. Il expliqua, sans enveloppe, comment la société allait redistribuer une part de bénéfices à un fonds de sécurité pour les familles, 120 familles, disait-il, nombre précis qui sonnait comme une responsabilité concrète. Il proposa la création d'un observatoire composé d'employés, de membres externes et de représentants juridiques pour superviser les contrats et éviter les manœuvres opaques. Il offrit des postes pour ceux qui souhaitaient participer au changement. Carlos, silencieux au début, se leva et accepta d'être l'un des représentants, non pas parce qu'il approuvait tout, mais parce que l'inaction ne servirait personne. La reconstruction prit des formes humbles, ateliers réaménagés, formation, rendez-vous avec des conseillers financiers et psychologiques. On n'effaça pas la peur du jour au lendemain, mais on posa des pierres. Helena participa à ces conversations comme une présence discrète, parfois prise en remords, parfois en force tranquille. Elle rencontra des employés individuellement, écouta leurs histoires, accepta leur colère. Dans ses yeux, on voyait la fatigue d'une femme qui avait choisi d'endurer l'ombre pour que d'autres puissent en vivre dans la lumière. Le processus de pardon fut long et inégal. Un soir, après une réunion, Pedrinho resta en arrière et demanda à parler. Sa voix était rauque d'émotion. « On a eu peur, dit-il. J'ai pensé à ma mère, à mes enfants. Mais si ce que vous avez dit est vrai, si on peut respirer maintenant, c'est déjà quelque chose. » Helena prit la main de l'homme, sincère. « Je n'attends pas que vous oubliiez, répondit-elle doucement. Je veux juste me battre pour vous maintenant, ici, avec vous. »
Le frère de Ricardo, Carlos, fut le plus coriace. Il eut besoin de temps pour admettre que la stratégie d'Elena, bien que contestable, avait permis d'arracher au grand réseau des documents qui, sinon, auraient continué à voler. Il argumenta, exigea des comptes sur les procédures, réclama des invités extérieurs pour surveiller la commission. Sa méfiance devint une force structurante. Il n'accepta jamais la réconciliation facile, mais il se transforma en un garant vigilant. Parmi les employés, certains retournèrent rapidement à la routine, blessés mais pragmatiques. D'autres, marqués plus profondément, cherchèrent à comprendre comment un mensonge avait pu pénétrer leur vie. L'impact social se mesura en petites histoires. Un loyer payé grâce au fonds, un traitement médical pour un enfant, la sécurité retrouvée pour une famille qui craignait le pire. Ces détails, anodins au regard des manchettes, furent les véritables témoins de la portée de la décision d'Elena. La presse traita l'affaire avec toute l'ambivalence qu'elle mérite. Scission entre ceux qui célébraient l'expose et ceux qui questionnèrent la méthode. Pour Elena et Ricardo, la victoire judiciaire éventuelle n'était pas l'essentiel. L'essentiel était d'avoir mis à l'abri ce qui devait l'être et de commencer à réparer ce qui était cassé. Ils acceptèrent, ensemble, que la reconstruction serait un chemin long, qu'il y aurait des rechutes, des doutes et des nuits où tout paraîtrait trop lourd. Mais ils avaient, désormais, l'avantage d'une compagnie qui se tenait debout, d'employés en partie rassurés et d'une autorité qui enquêtait réellement. Un des gestes de réparation fut d'organiser une réunion publique à la demande des employés, où Ricardo s'engagea à rendre des comptes réguliers. Les visages furent francs, parfois durs, parfois apaisés. Des questions sur la transparence des contrats se succédèrent. Les réponses furent données sans fioriture, parfois maladroites, mais toujours avec la volonté d'établir un cadre nouveau. Elena, quand elle prit la parole, ne chercha pas à plaider. Elle raconta l'une ou l'autre anecdote, un souvenir d'atelier qu'elle avait gardé, un nom d'employé qui avait un jour aidé un voisin sans demander de reconnaissance. Ces histoires simples eurent un effet plus grand que n'importe quel slogan. Pendant ce temps, les investigations menées par la police fédérale, loin du spectacle médiatique, continuèrent leur travail, recueillant témoignages et documents. On procéda à des perquisitions, à des saisies, à des interrogatoires qui, bien sûr, ne furent pas détaillés publiquement. L'important, pour le récit, était que le réseau de corruption commençait à se déliter, non pas par un acte de vengeance spectaculaire, mais par la somme discrète de preuves, de témoignages et d'enregistrements que Elena avait patiemment collectés. La douleur du bébé perdu resta une plaie ouverte entre eux, un lieu où se rencontrèrent culpabilité et compassion. Ils parlèrent longuement à huis clos, parfois en silence, parfois en éclats. Ricardo lança des mots durs qui rebondirent contre le mur de la maison, parce qu'il était humain d'être blessé par la privation d'un futur. Elena, pour sa part, exprima sa peine avec la même vérité nue qu'elle avait utilisée pour expliquer sa disparition. Ils pleurèrent ensemble, non pour effacer, mais pour sentir que la douleur, partagée, devenait un élément de leur lien plutôt qu'un mur entre eux. Le temps, ce grand constructeur de cicatrices et d'habitudes, fit son œuvre. Quelques mois plus tard, lorsque le tumulte médiatique s'atténua, le couple accepta de parler dans un cadre restreint, non pour justifier, mais pour raconter. Ils n'expliquèrent pas tout. Ils dirent ce qui était nécessaire, la menace réelle, les preuves trouvées, la perte et la tentative de la transformer en force. Ils parlèrent de la mise en place du fonds, de l'engagement de Ricardo envers la transparence, de la création d'un comité qui inclurait des représentants des employés. Ces mots trouvèrent un écho dans la conscience collective. Il y avait, au final, un effort concret pour combler le passé. L'un des gestes les plus symboliques fut la décision d'organiser, non pas un grand événement public, mais une matinée dédiée aux familles des employés, avec des stands d'information, des conseillers, des ateliers pour expliquer les nouvelles mesures. On affichait des listes, des garanties, des contacts. Les sourires étaient timides, parfois méfiants, mais on vit aussi des larmes de soulagement. Les enfants couraient entre les chaises, inconscients que leur vie venait, peut-être, d'être rendue un peu plus sûre. Le frère de Ricardo, Carlos, fut un protagoniste non attendu de la reconstruction. Sa propre colère, transformée en action, servit d'antidote au risque de noblesse imprudente. Il accepta la responsabilité morale de veiller à ce que le fonds soit géré par une commission mixte. Il posa des questions difficiles, imposa des audits indépendants et resta un critique sévère jusqu'à ce que les faits lui donnent tort. Sa posture renforça la crédibilité des mesures. Les jours de calme n'effacèrent pas les ombres. Parfois, au milieu d'une réunion, Ricardo serrait le poing sous la table, se rappelant la tombe, l'odeur du jasmin, la solitude des nuits. Elena, parfois à ses côtés, connaissait la violence de ce chant intérieur et se montrait patiente. Ils apprirent, à tâtons, à se ménager des espaces de vulnérabilité où les mots pouvaient être maladroits, sans blesser plus. Ils acceptèrent de consulter, d'aller voir des thérapeutes, non comme une admission de faiblesse, mais comme un geste de maturité.
Les mois passèrent, mais il restait des épisodes de menaces. Certains des complices, moins centraux, tentaient encore de se nicher dans l'ombre. La police continua son travail, parfois d'un pas lent, parfois plus prompt. L'important, pour Ricardo et Elena, était de ne plus agir seuls. Ils apprirent à impliquer, à déléguer, à construire un réseau de protection qui ne dépendait pas seulement de leur courage individuel. Un petit matin, alors que la brume se déchirait au-dessus des pins et que le soleil tachait d'argent le gravier du cimetière, Ricardo demanda à Elena d'aller avec lui. Ce n'était pas la tombe d'Elena qu'ils allaient aller voir cette fois, mais un petit coin, une dalle discrètement érigée, la pierre des peurs, disait-il en souriant avec une tristesse qu'il ne pouvait pas cacher. Ils s'avancèrent, accompagnés de quelques employés et du frère, tous attentifs à ne pas transformer l'instant en théâtre. Ils déposèrent, non pas une pierre funéraire, mais un petit coffret en bois. À l'intérieur, une lettre de Ricardo, une lettre d'Elena, une liste des mesures promises, un exemplaire signé des statuts du fond. Ils enterrèrent symboliquement un vieux mouchoir, l'anneau brûlé qu'il avait retrouvé glissa dans la terre, puis, côte à côte, ils plantèrent un jeune arbre, un pin, résistant au vent. Ce geste n'était pas une conclusion, c'était un engagement à continuer, une promesse organisée dans le silence des choses. Ricardo tendit alors à Elena un nouvel anneau, plus simple, sans prétention d'or rutilant, mais solide. « Pour tout ce qui a été perdu et pour ce qui reste à construire », dit-il. Les anneaux, désormais, n'étaient plus le symbole d'un lien immuable, mais le rappel d'un choix renouvelé, l'engagement de deux personnes qui avaient traversé une tempête et qui acceptaient de reconstruire pas à pas. Ils restèrent là, un temps qui ressemblait à une suspension. Les employés, en observant la scène, comprirent que la vie reprenait une forme différente. Donna Maria essuya ses yeux, Pedrinho sourit avec retenue, Carlos regarda la terre comme si l'on pouvait, à force d'efforts, cultiver un autre sol moral. La phrase qui avait tout déclenché, prononcée quelques nuits plus tôt dans le salon, avait pris son poids historique et intime. « C'est moi, mon amour. Je suis en vie. » Ce n'était plus une accusation ni une provocation, c'était une vérité qui, d'abord douloureuse, avait été transformée en une fondation sur laquelle rebâtir. Elle resta, cependant, comme un rappel de la complexité humaine. Derrière l'héroïsme, il y avait la faute, derrière la protection, la douleur, et derrière l'aveu, la possibilité de réparer. La caméra d'une mémoire commune, si l'on veut, s'arrêta un instant sur leur visage. Ils n'étaient pas naïfs pour croire que tout était réglé. Ils savaient qu'il y aurait des nuits où la peur reviendrait, où les mots blesseraient à nouveau. Mais ils avaient désormais des témoins, des procédures, des lois qui, peu à peu, reprenaient sens. Ils avaient surtout la volonté de transformer leur histoire en un projet collectif, plutôt qu'en une tragédie solitaire. La fin n'était pas un superbe épilogue. C'était une matinée ordinaire où l'on reprenait le cours des choses avec une vigilance accrue. Elena revint parfois à la table de l'atelier, parla avec des techniciens, regarda des plans. Ricardo signa des documents, déchira des habitudes de silence. Carlos continua d'être une force critique. Les employés, parfois méfiants, retrouvèrent la dignité d'un boulot qui nourrit des familles. Et la nation du quotidien, celle qui compte davantage que les manchettes, se remit à fonctionner avec une conscience un peu plus éveillée. Quelques semaines après l'ensevelissement symbolique, un communiqué officiel annonça que plusieurs personnes impliquées dans le réseau de corruption avaient été placées sous mandat de détention préventive, que des comptes avaient été gelés et que des enquêtes plus larges étaient en cours. La nouvelle ne fut pas accueillie comme une victoire éclatante, mais comme une étape nécessaire. Les gens dans l'entreprise sourirent, sans fanfare, et allèrent au travail. Il y eut encore des jours sombres, des nuits où Ricardo se réveillait en sursaut, où Elena, parfois, s'isolait pour pleurer ce qu'elle avait perdu. Mais ces moments ne dictaient plus toute leur vie. Ils étaient des blessures qui cicatrisaient, parfois incomplètement, parfois de manière imprévisible. Ils apprirent à demander de l'aide, à en offrir, à ne pas confondre sacrifice héroïque et absence de responsabilité. Un an plus tard, lors d'une rencontre où l'on évaluait l'effet des mesures, un représentant des employés prit la parole. Il parla de logements sauvés, d'enfants qui avaient pu rester à l'école, d'un système de primes d'urgence qui avait empêché la faillite de plusieurs familles. « C'est un début, dit-il. Mais on est là, on tient. » Le ton était grave et chargé de reconnaissance. Personne ne célébrait comme dans un conte. On reconnaissait simplement qu'un changement réel avait pris place. La dernière image qu'on conserva, et qui pourrait rester à l'esprit longtemps après que le bruit retombe, fut simple et humble. Elena et Ricardo, côte à côte, revenant du cimetière au petit matin, tenant la main l'un de l'autre, sans grand geste ni mot triomphant, mais avec la certitude que la vie, en somme, avait remporté une respiration. Les feuilles des pins bruissaient, l'odeur du jasmin, ce fil ténu de mémoire, flottait encore. On ne raconta pas l'histoire comme une fable morale, ni comme un exemple sans ambiguïté.
On la raconta plutôt comme ce qu'elle était, un exercice de vérité difficile, le croisement de la peur et du courage, la mise en balance d'une protection et de ses coups. Les personnages en sortirent marqués, complices d'une reconstruction qui demanderait temps et soin. Et si quelqu'un demandait, plus tard, quelle phrase avait scellé ce retournement intime et public, on la répéterait peut-être avec la même intensité. « C'est moi, mon amour. Je suis en vie. » Non pas comme une rhétorique héroïque, mais comme le moment où la parole humaine, fragile et puissante, a transformé une absence en responsabilité partagée, en un avenir possible, lent, exigeant et pourtant réel. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits qui explorent les chemins compliqués du cœur et de la justice. Partagez ce récit avec quelqu'un qui pourrait trouver dans ses choix une question à méditer. Comment protéger ceux qu'on aime, sans oublier les vies qui dépendent de nos décisions?